Bien, nous allons embrayer assez rapidement parce que cette seconde table ronde va être fournie. Je rappelle un petit peu ce qu'est l'ICOMOS, puisqu'il y a eu changement partiel de l'auditoire. L'ICOMOS, c'est le Conseil international des monuments et des sites. C'est une association internationale, comme son nom l'indique, qui a été créée immédiatement dans la foulée de la charte de Venise de 1964, qui a des sections dans plus d'une centaine de pays, dont la section française, ICOMOS France, qui est partenaire de l'UNESCO et qui est un organisme consultatif de l'UNESCO, en particulier en ce qui concerne le patrimoine mondial, l'inscription et le suivi. ICOMOS international a quelque chose comme 12 000 membres. ICOMOS France, c'est le 10e d'ICOMOS international, donc 1200 membres. En France, nous avons un statut d'utilité publique. Nos champs d'action sont surtout la réflexion, l'échange sur l'évolution des pratiques, l'établissement de codes, de normes, des expertises de terrain, comme pour le patrimoine mondial, et une contribution à la formation, l'information, d'une manière assez générale. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais quand même faire un commentaire sur notre participation assez poussée dans le cadre de ce salon-ci du patrimoine. Le thème patrimoine et territoire nous a particulièrement interpellés parce que depuis de très nombreuses années, nous travaillons sur le sujet, non seulement au niveau patrimoine mondial, mais dans une conception assez large du patrimoine, de ce qu'est le patrimoine. Depuis plusieurs années, nous nous situons dans une perspective où le patrimoine n'est pas seulement le patrimoine des monuments, c'est le patrimoine qui peut être le patrimoine au quotidien et qui peut inclure de simples maisons, de simples fermes, de simples lavoirs, qui peut comprendre les rues elles-mêmes et des éléments de paysage, ainsi de suite. Nous avions même réalisé des enquêtes à ce sujet sur le terrain, il y a dans les années 2000, qui ont donné lieu à des publications. Nous avions établi une collaboration avec la Fédération nationale des CAUE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui sont présents sur presque l'ensemble du territoire national. Et nous avions tenu notamment un symposium à Cahors en collaboration. Cette année, nous avons souhaité rappeler les échanges internationaux qui se sont effectués entre nous au niveau mondial avec nos collègues d'ICOMOS, d'autres conseils nationaux, et qui ont donné lieu à une rencontre dont voici la synthèse et dont les actes sont inclus dans un CD-ROM qui est au bout. Et cet ouvrage est présenté sur notre stand qui est à l'entrée de la salle à côté. Il est
c'est pas pour de la publicité, mais il est vraiment vendu au prix coûtant à 10 € pièce. Et vous pouvez aussi trouver d'autres publications d'ICOMOS. En tout cas, une conférence a été donnée par Benjamin Mouton, qui est vice-président d'ICOMOS International et qui avait largement pensé et animé la rencontre internationale il y a 2 ans. Alors, cette conférence a été présentée jeudi dernier, en fin de matinée. Cet après-midi, nous avons eu une première table ronde sur les territoires, parce que l'évolution de la notion de patrimoine et patrimoine en relation avec les territoires peut impliquer des territoires de plus en plus vastes, et nous avons eu l'occasion de présenter, avec nos partenaires bien entendu, 2 territoires qui viennent d'être inscrits au patrimoine mondial récemment, le Val-de-Loire et le bassin minier du Nord. La seconde table ronde est ce que j'appellerais plus thématique. Pourquoi thématique ? C'est parce que lorsque l'on envisage le rapport entre patrimoine et développement, surtout développement durable, il s'avère que les champs impliqués sont assez vastes et correspondent à plusieurs catégories. Il est d'usage de parler de 3 catégories qui sont assez bien connues, c'est-à-dire le développement économique, le développement social, l'adaptation écologique, qui peut impliquer l'adaptation aux contraintes énergétiques. Et puis, il y a un 4e aspect, c'est la France qui insiste pour bien l'inclure, c'est l'aspect culturel. Donc, 4 dimensions, le social, l'économique, l'écologique et le culturel. Il est évident que les pratiques, les métiers ne correspondent pas systématiquement à ces catégories, mais différentes approches peuvent se situer dans 1, 2 ou 3 de ces catégories. Et c'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui par 4 intervenants. Le premier d'entre eux est Jean-Marie Vincent, qui est un ancien de la maison, si je puis dire, puisqu'il est toujours l'un des membres et des conseillers d'ICOMOS France, qu'il a été vice-président. Son parcours l'a amené également à être vice-président de Maison Paysanne de France, secrétaire général, et il a une vue particulièrement tournée sur l'espace rural dont il va témoigner. En second, c'est M. Mourougan de l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui va nous présenter cette fois-ci la dimension résidentielle, peut-être davantage l'urbain, qui va nous parler de son agence, mais aussi de cas d'intervention dans des quartiers anciens. Gabriel David, qui vient de nous rejoindre, qui est je vais dire un jeune compagnon de route, mais qui travaille avec nous depuis très longtemps. Ben oui, je ne vais pas dire un vieux compagnon de route. Et il est chargé de mission à la CAPEB, la chambre de l'artisanat et des entreprises du bâtiment. Enfin, Pierre Donadieu,
qui est professeur émérite des sciences du paysage à l'École nationale du paysage de Versailles, va nous parler du paysage comme construction du bien commun, donc c'est une dynamique. Et tout ceci, ça s'inscrit donc dans des perspectives différentes de celles que l'on a d'habitude à l'esprit, où le patrimoine, c'est lié à l'ancien, c'est lié à l'exceptionnel, il s'agit de le défendre. Là, il s'agit d'une série de témoignages où la vision du patrimoine est assez large et essaye d'intégrer le patrimoine dans les préoccupations quotidiennes de tous et de contribuer au développement territorial, développement en général, la création d'emplois. Mais je m'arrête là et je cède la parole tout d'abord à Jean-Marie Vincent. Alors, nous allons adopter une règle du jeu. Nous allons laisser les 4 intervenants s'exprimer, chacun. Chacun a 15 minutes. Voilà, 15 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, il sera possible de poser des questions à tout le monde ou de faire de commentaires. Éventuellement, évidemment, les membres d'une table ronde, comme c'est le cas, comme c'est la définition, auront également tout le loisir d'échanger entre eux. Voilà. Alors maintenant, à toi, Jean-Marie. Oui. On m'entend, oui. Merci. Merci, cher Samir et cher modérateur. Bon, un quart d'heure, juste le temps de témoigner un petit peu d'un certain nombre de choses. On vous a déjà dit que moi, j'ai travaillé longtemps, d'abord dans les services de l'État, et puis en tant qu'ICOMOS. Je suis encore à ICOMOS. Et depuis une dizaine d'années que je suis à la retraite, je travaille beaucoup plus avec Maison Paysanne de France sur le patrimoine rural lui-même. Alors, ce qui fait justement, disons, le passage d'une des tables rondes ou d'une série d'exposés aux autres, c'est que d'une part, nous avons vu des paysages, des secteurs, des grands espaces. Nous étions déjà dans la réalité d'espace et de territoire, mais qui, eux, sont protégés ou reconnus, en tout cas par l'UNESCO, au titre du patrimoine mondial, et donc couverts partout par la France, au titre de ses obligations liées à la Convention, par toute une série de protections. Là, nous allons parler au contraire d'un patrimoine qui généralement n'est pas protégé, c'est pas véritablement son enjeu, et qui est infiniment plus modeste. On a vu des châteaux, on a vu des jardins, on a vu de grands espaces, on a vu des villes. On va voir maintenant un patrimoine rural infiniment plus modeste, mais extrêmement important à nos yeux, car il marque vraiment les territoires ruraux. Élément commun entre ces deux exposés, le territoire. Samir l'a déjà dit tout à l'heure, puisque maintenant nous sommes dans une réalité patrimoniale qui n'est plus l'élément isolé. On l'a vu avec l'UNESCO, c'était très clair. Au début, on a protégé des édifices insignes qui incarnaient l'art ou l'histoire de l'architecture dans un pays comme le nôtre, et on est passé progressivement à des territoires 280 km du Val-de-Loire. C'est quelque chose quand même. On est vraiment à une autre échelle. Et c'est vraiment dans cette réalité-là que je voudrais vous placer très rapidement. Bon, je n'épiloguerai pas, généralement je suis plus bavard sur l'évolution et l'émergence de cette notion de patrimoine. On est parti, je le disais encore une fois, du monument avec la loi sur les monuments historiques, on est passé au site, on a vu les abords des monuments historiques se mettre en place pendant la guerre, et cette protection étant corroborée après la guerre, les parcs nationaux qui se mettent en place, c'est pas de la protection, mais c'est quand même une appréhension de l'histoire et de l'aménagement du territoire qui est lié véritablement à un ensemble patrimonial. En ville, la loi Malraux crée les secteurs sauvegardés. Passons. La loi de protection de la nature, on en reparlera un peu tout à l'heure, et le paysage nous y amènera fatalement. La loi de décentralisation, alors là, c'est extrêmement important, car la loi de décentralisation, c'est, je ne dirais pas le passage de l'État aux collectivités territoriales, mais théoriquement, la mise en commun de responsabilités, l'État gardant les siennes, et les collectivités voyant leur rôle s'accroître et se préciser. Peut-être qu'on n'en est plus là aujourd'hui, peut-être qu'on en est au contraire à encore un retrait supplémentaire de l'État et une accrue du rôle des maires. Une intervenante tout à l'heure se plaignait du rôle excessif des maires. Moi, je crois que les maires, ils sont incontournables maintenant. Mais il faut véritablement, justement, notre travail à nous, c'est de les convaincre que le patrimoine est vraiment un atout réel.
hein. Et donc, enfin, la loi paysage qui fera l'objet d'un exposé infiniment plus docte que je ne saurais le faire. Alors, parallèlement, toute une série de mesures qui ne sont pas des mesures législatives en tant que telles, mais qui témoignent de la prise de conscience progressive depuis les recherches de Georges-Henri Rivière avant la guerre, pendant la guerre, les chantiers intellectuels qui nous ramènent énormément de relevés ethnographiques en même temps du patrimoine rural, le lancement de l'inventaire général en 1964. C'est là que sont mes origines. J'étais initialement chercheur à l'inventaire général, donc j'ai bien connu ça sur le terrain. Les années 60, on voit émerger le mouvement associatif de défense de ce patrimoine de pays précisément. Les maisons paysannes de France, auxquelles j'appartiens aujourd'hui, est née en 65. La loi créant les parcs naturels régionaux, je l'évoquais tout à l'heure. L'UNESCO, je n'en dirai pas plus que ce que vous avez entendu tout à l'heure, mais on voit très bien ce passage des monuments insignes à d'immenses territoires qu'il faut essayer de gérer comme des paysages culturels, donc témoins d'une culture et en pleine évolution. La loi sur l'architecture, qui met l'architecture parmi les éléments qualitatifs d'un territoire. La loi de décentralisation, je l'ai dit, alors là, qui est très importante par une de ses affirmations. Le territoire, dit-elle, le territoire français est le patrimoine commun de la nation. On voit très bien qu'on accole maintenant étroitement cette notion de territoire, cette notion de patrimoine. Et c'est ce que je voudrais dire très rapidement tout à l'heure dans les 10 minutes qui vont me rester. La Convention européenne du paysage, on en parlera à propos du paysage, et bien sûr la prise en compte des enjeux de l'environnement à travers le Grenelle de l'environnement. Je serai amené à en parler très rapidement tout à l'heure pour vous dire que vraiment c'est également au cœur de nos préoccupations d'essayer de faire coïncider la protection du patrimoine, mais son évolution aujourd'hui et son adaptation aux besoins d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire sauvegarder le patrimoine bâti, surtout en zone rurale ? D'abord connaître et faire connaître ses caractéristiques propres à chaque territoire, j'allais dire à chaque bâtiment. Une des erreurs majeures en matière de patrimoine, c'est de croire qu'on sait, qu'on a la connaissance infuse et qu'on peut appliquer des règles à droite et à gauche. Certainement pas. Certainement pas. Chaque élément patrimonial, qu'il soit ponctuel, qu'il soit étendu, qu'il soit monument, qu'il soit paysage, à chaque fois des caractéristiques particulières nées à la nature dans laquelle il est né, à son histoire propre, à son évolution récente et actuelle et en perspective. Chaque fois, il faut essayer de le comprendre d'abord avant de savoir ce qu'on peut y faire. Et sauver le patrimoine bâti, qu'est-ce que c'est ? Aider à sa restauration, évidemment, en respectant ses matériaux d'origine et ses mises en œuvre. Et en même temps, ça a été dit largement, et je crois que Samir l'a rappelé tout à l'heure, c'est partant d'une action donnée, essayer de donner à celle-ci une valeur pédagogique pour qu'en même temps, ça serve d'exemple et que ça incite à faire autre chose, et peut-être mieux ailleurs, et chaque fois qu'on le peut, à promouvoir des réutilisations de ces bâtiments, car sans utilité, un bâtiment ne peut pas vivre, mais qui soit compatible avec ses usages originaux, les mêmes si c'est possible. Dans le rural, c'est de plus en plus difficile, mais au moins proche. Alors, je vais prendre un tout petit exemple pour commencer très vite. Nous avons suivi, Samir l'évoquait tout à l'heure, mais j'y reviendrai plus loin, un certain nombre de pôles d'excellence rurale. C'est une procédure dont je reparlerai très vite, qui a permis, justement, avec des moyens importants, moyens financiers, venus de l'Europe, venus de l'État français, venus des collectivités territoriales, de mettre en valeur, enfin de sauver, de restaurer, entre guillemets, on pourrait dire beaucoup de choses à propos de la restauration, enfin, de remettre en état, en tout cas, un certain nombre de bâtiments, et très souvent, et c'est l'exemple que je voudrais citer, pour en faire des éléments, des vecteurs d'une pédagogie locale. Et la ferme que je voudrais vous montrer du Chambressan à Romney, en Saône-et-Loire, en Bourgogne, dans ma Bourgogne, je suis bourguignon, cette ferme qui est acheminée, dite Sarrazine, on va voir rapidement ce que c'est, qui est classée monument historique, ce qui est très très rare. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été reproduite en 1937 à la Foire Exposition de Paris qui portait, parce que Romney avait été choisi comme un représentatif du territoire rural français. Donc en 1937, c'est le village de Romney qui avait animé par un certain nombre de ses collections muséographiques, à travers un certain nombre de ses photographies et de la reconstitution d'un certain nombre de bâtiments, cette foire exposition de 1937. Donc, elle a fait Romney l'objet d'un PER. Vous voyez un bâtiment de grande qualité et son intérêt majeur, vous le voyez au-dessus, c'est qu'il y a l'émergence au-dessus du toit, c'est ce qu'on appelle
la cheminée sarrasine. Enfin, la cheminée sarrasine est un complexe. C'est ce qui est au-dessus du toit et qui a une forme souvent de clocher d'église, hein, mais, vous le voyez de plus près, mais qui a, là c'est à l'intérieur, une grande hotte qui donne à l'intérieur et qui abritait souvent, dans lequel on logeait à l'intérieur les jambons et autres jambes que l'on faisait, et autres viandes que l'on faisait fumer, et à l'intérieur, aboutissant directement au milieu de la grande salle, le foyer qui était au milieu de la salle, et toute la vie collective qui s'organisait, on vous le montre ici, autour du banc où les ancêtres se plaçaient, ou les jeunes mariés d'ailleurs, mais à titre exceptionnel, et c'était véritablement une vie collective qui s'organisait autour de ça. Alors c'est très intéressant de voir un tel ensemble gardé, surtout qu'on l'a gardé avec une très grande fidélité aux matériaux. Ici un autre bâtiment qui est en cours de traitement, et vous voyez que dans ce bâtiment se mêle à la fois la pierre, mais aussi la terre crue banchée. Hein, et ça, on le maintient évidemment très soigneusement, car ce sont des témoignages très précieux qu'on peut montrer aux visiteurs, qu'on peut montrer aux enfants des écoles qui viennent y travailler, pour leur expliquer qu'il y a là un patrimoine très particulier. Alors, un autre exemple très proche, tu me fais signe quand je déborde, hein, je compte sur toi. Le domaine Puissonnier à Saint-André-en-Bresse, tout près, même pôle d'excellence rurale. Dans le cadre d'un PER, on restaure également plusieurs fermes. L'un pour la communauté des communes pour en faire des gîtes ruraux, on va le voir. L'autre par l'écomusée de Pierre-de-Bresse pour en faire une de ses antennes. Car une des idées lumineuses de l'écomusée, qui est un écomusée très actif, c'est non seulement d'avoir un lieu à Pierre-de-Bresse, dans l'ancien château, qui est un château du début 18e, où l'on voit toutes les collections, il y a toute une série de mises en scène pour expliquer la vie rurale, mais en même temps, dans le cadre du PER, de désigner un certain nombre de bâtiments, de les faire acquérir par les communes ou les communautés de communes, pour que de par la Bresse chalonnaise, s'entend, donc dans le département de Saône-et-Loire, on a toute une série d'endroits où on puisse trouver des outils de compréhension de l'architecture traditionnelle et du mode de vie traditionnel. On l'a beaucoup dit tout à l'heure, le patrimoine, c'est de la pierre, c'est de la terre, c'est du bois, mais c'est tout autant une vie sociale, hein, une vie économique organisée autour de ce patrimoine. Et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre, non pas pour le garder d'une façon muséographique, là, les musées sont importants et intéressants, mais pour essayer de voir comment on peut greffer là-dessus un développement local. Alors ici, je passe rapidement. Vous voyez, la communauté de communes a mis un beau panneau qui vous accueille à l'entrée. On nous montre ici, et c'est le maire lui-même qui nous guidait le jour où nous étions là, il nous montre un grand bâtiment de ferme qui date de 1797 et qui a été aménagé en gîte de groupe, c'est-à-dire qu'on accueille toute une série de groupes qui viennent à la fois pour trouver un lieu d'accueil, mais en même temps pour voir un exemple que je trouve, moi, tout à fait remarquable, de restauration d'un bâtiment, mais aussi d'aménagement intérieur. Je ne sais pas si mes photos sont toutes très, très claires, j'en suis désolé, mais hein, en même temps, qui trouve un bon exemple de ce qu'on peut faire en utilisant ce patrimoine de qualité. Ce bâtiment-là, il ne me reste plus que 5 minutes, ce bâtiment-là qui est juste à côté, qui date du 17e, a été réutilisé par l'écomusée pour y faire un lieu de monstration, d'explication, le voilà par ailleurs. Alors, la dynamique de l'aménagement des territoires ruraux donc est partie de l'exemple des pôles d'aménagement rural. Je n'aurai pas le temps d'en parler longuement. Hein. Que vous sachiez simplement que ça a été lancé donc en 2006 et que ICOMOS France, dont nous étions, Samir et moi, nous avons voulu accompagner cette démarche pour que, comme il y avait de nombreux, sur les 376 projets qui ont été labellisés, il y avait 156 opérations qui étaient des opérations qui portaient sur le patrimoine, précisément pour en faire des éléments de développement local. Donc nous l'avons suivi, nous avons aidé à la sélection, nous en avons accompagné 9, et c'est une procédure importante puisque, je lis au passage, elle a mobilisé environ 1 milliard d'euros pour financer les équipements, le fonctionnement n'étant pas compris, hein, on met en état les bâtiments, et sur lesquels l'État français a apporté 236 millions d'euros, soit en moyenne une aide de 25%. Alors, je prendrai simplement un exemple parce que j'ai voulu montrer comment la dynamique sur un tel territoire est importante. Un autre site, toujours dans ma région bourguignonne, le site de Solutré, vous l'avez reconnu avec ses escarpements importants, eh bien,
Vous avez ici Vergisson, qui est la deuxième roche. Vous avez le village. Et vous voyez très bien ce paysage est fortement intéressant par sa géologie. Son histoire est évidemment paléolithique, puisque c'est un gisement extrêmement important. Il y a d'ailleurs un musée qui a été fait dans le glacis des Boulis. Et puis, il est donc très visité à ce titre. Il a été un peu immortalisé par un président qui, tous les lundis de Pentecôte, il faisait une visite qui était commentée par la presse. Mais en même temps, donc, sur les glacis, un vignoble très célèbre, c'est celui de Pouilly-Fuisset, pardon, je ne trouvais pas le mot, Pouilly-Fuisset et Saint-Véran. Donc, ce site a eu l'intérêt, en même temps, je reviens à la précédente, d'attirer beaucoup de visiteurs. Et ces visiteurs sont mis n'importe où. Quand vous y allez l'été, vous avez des voitures absolument qui investissent toutes les routes. Heureusement, j'y étais allé, il n'y avait pas trop de voitures encore. Donc, l'EPR a permis en particulier d'essayer de maîtriser ce tourisme. On disait tout à l'heure que le tourisme est une des dimensions intéressantes de l'attractivité, oui, mais justement, on a voulu partir du tourisme pour maîtriser celui-ci et pour reconvertir les lieux en un lieu d'information pour les habitants eux-mêmes et de dynamisme pour le territoire. 3 grandes actions. Aménagement au revers de la roche d'un parking végétalisé, vous allez le voir, celui qui était en bas, mais il a été transporté ailleurs et il est devenu pratiquement invisible depuis le site. Amélioration des cheminements piétonniers en les bordant de murets de pierres sèches, ça c'est important. Gabriel nous en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça a permis des chantiers de réinsertion où des jeunes sans emploi ont réappris à manier la pierre sèche et après ont retrouvé des emplois dans les entreprises locales qui avaient perdu cette spécificité-là. Donc on voit que peut se greffer là-dessus parfois des opérations économiquement et socialement très intéressantes. Et enfin, transformation, c'est le dernier point, d'un ensemble de bâtiments qui a été racheté pour partie pour la communauté de communes et pour partie par le département pour en faire un lieu d'accueil et d'information du public avant qu'il aille visiter le site. Je passe très vite. Voilà le parking en cours d'aménagement. Il est ici aménagé, vous voyez qu'il est revégétalisé complètement, les voitures ne sont plus visibles depuis la roche, avec chaque fois un soin apporté à toutes les bordures en pierre sèche. Hein. Ici, les cheminements pour monter à la roche de Solutré, celui que le président dont je parlais tout à l'heure empruntait, bordés maintenant de pierre sèche grâce aux chantiers de réinsertion qui ont rappris cette technique-là. Au pied de la roche, l'ensemble dont je vous parlais, dont une partie, les bâtiments que vous voyez les plus loin ont été rachetés par la commune, ont été restaurés, entre guillemets, et puis la partie haute où a été aménagé des locaux d'accueil du public. L'espèce de hangar que vous voyez sur le côté, ne vous inquiétez pas, c'est la couverture des fouilles archéologiques qui ont été faites il y a quelques années, qui sont encore là, mais enfin, ce sera amélioré dans l'avenir. Voilà le bâtiment en question. Les parties basses de la restauration a été bien faite pour les murs, moins pour les toitures, mais enfin, passons. En tout cas, chaque fois qu'on avait accompagnement de murs en pierre sèche, ça a été traité avec beaucoup de délicatesse. On atteint le bâtiment du haut, à côté duquel se trouve encore un ancien pressoir, mais le temps ne me permet pas de commenter. Le visiteur trouve toute une série d'informations sur l'histoire du site, depuis l'histoire gallo-romaine, enfin depuis l'histoire paléolithique, l'histoire gallo-romaine, l'histoire médiévale, puisqu'il y avait un château en haut. Et en même temps, on l'incite à apprendre à préserver les paysages, à sauvegarder la biodiversité. On lui apprend en même temps que c'est un moyen aussi de générer des emplois nouveaux, hein, grâce précisément aux métiers que l'on redécouvre. Et on n'a pas peur, quand il le faut, d'y ajouter des bâtiments contemporains. Ça, c'est aussi quelque chose dont j'aimerais vous parler, on en parlera peut-être tout à l'heure. À Maison Paysanne, on travaille beaucoup sur l'architecture contemporaine au contact du bâti ancien. On ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment, mais essayer de faire des choses qui s'harmonisent par la volumétrie, pas forcément par les matériaux, vous voyez que c'est le bois souvent qu'on utilise, mais au moins qui permettent de ne pas refaire du faux ancien, ce que nous essayons d'éviter au maximum, car ça nous paraît une très mauvaise solution. Bilan d'une telle opération, mise en valeur et maîtrise de la fréquentation touristique, but de cette opération, hein, si bien que ce site a mérité le label de grand site de France. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est aussi important, pardon. Et en même temps, capacité à accueillir environ 40 000 visiteurs par an. Mais il est très clair que ce type d'opération n'est possible qu'il y a une forte implication des collectivités territoriales, parce qu'il faut faire vivre le site. Il faut après... Voilà, 1 minute, tu me laisses. Donc, les recettes propres du site n'apporteront en effet que le quart des besoins financiers en fonctionnement, le reste devant être apporté par le syndicat et le département.
et les collectivités locales comptent cependant sur le dynamisme ainsi créé. Quand vous arrivez aux portes du village, vous voyez qu'il y a une pancarte qui n'a pas été mise par le site, mais par les vignerons, qui vous indiquent tous les lieux à visiter et qui en même temps disent mais vous êtes aussi en pays de Pouilly-Fuissé et donc il serait bon que vous achetiez du vin. Et on compte beaucoup là-dessus pour essayer de dynamiser ce pays, à la fois faire venir les touristes certes, pour acheter le vin c'est encore mieux, et en même temps pour inciter les villageois, les habitants, sur la base de justement ce qui a été fait dans le cadre de cette opération, à restaurer les bâtiments pour y accueillir des gîtes ruraux, voire de l'habitat permanent. Alors, nous n'en sommes évidemment pas tenus là. Il y a toute une action qui se poursuit. Il y a eu le Grenelle de l'environnement qui est passé par là entre-temps et qui a rappelé qu'il fallait impérativement, c'était bien de protéger le patrimoine, mais si on ne le mettait pas aux normes en même temps d'habitabilité, ça n'allait pas. Or, au début, mesure assez brutale disant il faut l'ancien est source de déperdition, mais je pense que monsieur le directeur adjoint de l'ANA nous parlera de tout ça avec plus de compétences que moi. Donc on a eu tendance parfois à faire des travaux en partie inutile sur du bâti ancien, le vrai bâti ancien, c'est-à-dire celui qui véritablement est antérieur disons, à la dernière guerre. Hein, et depuis, nous avons été associés par le ministère de l'écologie, par l'ADEME, pour toute une série de travaux qui s'est traduit par toute une série de fiches que vous pourrez trouver d'ailleurs dans notre stand Maison Paysanne de France et qui figurent sur le site MPF, dans lequel on explique que le bâti ancien a une vie et un comportement thermique et hydrique très complexe, qu'il ne faut pas le perturber inconsidérément, car c'est ça qui permet à ces bâtiments de bien résister aux changements de chaleur extérieurs et en même temps d'avoir un comportement thermique acceptable. Je ne peux pas dire qu'il ne faut rien y faire, loin de là. Je pense que l'ANA nous dira le contraire tout à l'heure, ils interviennent eux aussi, mais il faut tenir compte justement des spécificités, toute une série de recommandations. Et si vous voulez voir davantage ces fiches à Théba, je vous invite à vous rendre sur le site internet www.maisonpaysanne-de-france.org. Vous trouverez tous ces sites toutes ces fiches que vous pourrez consulter. Elles vous en diront plus que je n'aurai le temps de le dire maintenant. Merci beaucoup Jean-Marie Vincent d'avoir tenu dans les temps et de nous avoir présenté cet exposé passionnant. Là maintenant, ça va être le tour de l'ANA, de M. Christian Mourougan, de nous parler des interventions de l'ANA. Si vous avez des questions, notez-les bien pour pouvoir les poser à la fin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, je vais vous présenter mon intervention en 3 temps. D'abord, vous présenter l'Agence nationale de l'habitat. Ensuite, les modes d'intervention de cette agence. Et ensuite, vous donner 2 exemples d'interventions que nous avons réalisées récemment. Alors, l'agence, d'abord, l'Agence nationale de l'habitat, donc c'est un établissement public d'État qui a été créé en 1971 et qui avait comme mission d'aider les propriétaires, essentiellement les propriétaires bailleurs, à réhabiliter leur logement pour le mettre notamment aux normes de sécurité et améliorer la qualité générale du bâti. Alors c'était juste après le premier choc pétrolier, mais les questions d'économie d'énergie n'étaient pas encore les plus prégnantes. Depuis 40 ans, l'ANA a beaucoup évolué. Donc on continue le financement des propriétaires et de l'aide aux travaux, mais on finance de plus en plus de l'ingénierie à travers la construction d'outils et de méthodologies en faveur des collectivités locales et des opérateurs. Et on produit énormément
outils d'étude et d'expertise, puisque étant établissement public d'État, en fait, on fournit à l'État un certain nombre d'études qui lui permettent de définir ses politiques publiques en matière d'intervention sur le parc privé. Il faut savoir que nous sommes la seule agence en Europe à faire ce genre d'action. Dans d'autres pays, ce sont des collectivités locales qui prennent l'initiative d'intervenir sur le parc privé, ou alors des régions, mais c'est assez rarement une action de l'État. Alors le budget de l'agence pour 2013 est un budget qui tourne autour de 508 millions d'euros uniquement sur les subventions et les aides à l'ingénierie, plus 165 millions au titre du grand emprunt. Alors le grand emprunt, c'était du temps du gouvernement Fillon une volonté de pouvoir recueillir des sommes auprès du public pour pouvoir engager des actions en faveur du développement, notamment de l'innovation, mais aussi des travaux en matière d'économie d'énergie. Et dans la mesure où l'agence lutte contre la précarité énergétique, en fait, on a pu bénéficier de ces 165 millions d'euros. Le grand emprunt, c'est environ 1 milliard d'euros. Alors, les grandes priorités, les grands axes prioritaires d'intervention de l'agence, donc la lutte contre la précarité énergétique. Alors, le domaine qui nous occupe le plus, nous, par rapport à la question de la préservation du patrimoine et le maintien je dirais, d'une activité dynamique dans les territoires, c'est la lutte contre l'habitat indigne et notamment la résorption de l'habitat insalubre. C'est-à-dire, en fait, le financement de démolition d'habitats extrêmement dégradés pour pouvoir remettre en place du foncier qui permet de reconstruire du logement. Donc, une vocation de démolition, mais aussi une vocation d'investissement très très lourd sur de l'habitat privé très dégradé, mais qui constitue un bien patrimonial important, notamment à l'échelle d'une commune ou d'un centre-bourg. Troisième priorité, le maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes. Donc c'est toute la logique du travail sur l'autonomie, c'est-à-dire financer par exemple les adaptations du logement pour permettre aux personnes âgées de continuer à vivre dans leur logement. Et enfin, quatrième priorité, ça sont les quatre premières c'est les 4 axes de priorité, puis ensuite on a 2 actions plus particulières. Donc le 4e axe de priorité, c'est le traitement des copropriétés dégradées. Alors, il existe en France environ 1 million de logements qui sont aujourd'hui dans des copropriétés en difficulté ou copropriétés fragiles. Alors, une copropriété est dite en difficulté ou fragile lorsque le montant d'impayé de la copropriété par rapport à ses charges est autour de 25%. Et donc, ça représente aujourd'hui 15% des copropriétés en France qui sont dans des situations difficiles. Et enfin, nous avons une vocation à produire du parc social dans le parc privé. C'est-à-dire qu'en contrepartie des aides que nous donnons aux propriétaires bailleurs, nous lui demandons de produire un loyer qui soit un loyer proche du logement social. Alors pour quelle raison ? C'est tout simplement parce que le parc privé représente 85% du parc total en France. Il y a 15% de parc social et 85% de parc privé. Et 60% de la population est éligible au parc social. Donc il faut que le parc social, il faut que le parc privé puisse aussi avoir une maîtrise de ses loyers. Et donc c'est pour cette raison-là que l'ANA est missionnée pour justement en contrepartie des aides qu'elle accorde aux propriétaires bailleurs, conventionner les logements. Et enfin, une mission qui est très particulière, qui est l'humanisation des centres d'hébergement d'urgence. Il n'y a qu'un M à hébergement, je me suis trompé, excusez-moi. Hébergement d'urgence, en fait, c'est donc toutes les places qui accueillent les SDF, les sans-abri. Alors,
essentiellement les places hivernales, mais aujourd'hui on s'aperçoit que ces centres sont ouverts maintenant toute l'année. Nous avons déjà humanisé 10 000 places d'hébergement d'urgence. Donc voilà les missions générales de l'agence. Maintenant, on va rentrer dans les missions plus particulières qui concernent je dirais les interventions dans les quartiers anciens. Alors pourquoi j'ai appelé ça les quartiers anciens ? Parce que je n'ai pas voulu distinguer quartiers anciens dans les centres ruraux et quartiers anciens dans les centres-villes de grandes villes ou de villes moyennes. Alors, parce que nous intervenons partout en France. Nous n'avons pas de quartier prioritaire. Je ne sais pas si vous connaissez l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU. Elle a son intervention est très spécialisée. Elle a des quartiers prioritaires. Nous n'avons pas de quartier prioritaire. Par contre, nous travaillons avec les collectivités locales pour définir, dans le cadre d'actions d'ingénierie, des territoires, des aires pertinentes dans leur ville qui deviennent, je dirais, le quartier d'intervention prioritaire. Donc ce qu'on appelle des OPA, opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Donc on prend un territoire d'une ville, par exemple, je vais prendre le cas de Montauban. Donc Montauban est une ville avec différents quartiers et son centre ancien était extrêmement dégradé, paupérisé, avec énormément de vacances, des problèmes de sécurité, des problèmes d'hygiène, d'insalubrité. Donc la ville a contractualisé avec l'ANA une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur le centre ancien. Donc on a déterminé le périmètre et sur ce périmètre, pendant 5 ans, l'ANA flèche des crédits prioritaires pour pouvoir aider la ville de Montauban à réhabiliter ce centre. Mais toujours dans les priorités que nous avons définies, c'est-à-dire traitement des copropriétés dégradées, lutte contre l'habitat indigne, maintien à domicile des personnes âgées et lutte contre la précarité énergétique. On est toujours dans ces 4 priorités-là et on estime qu'en utilisant ces 4 priorités et en intervenant sur les quartiers, on arrive à réhabiliter le patrimoine. Et donc on définit, donc on contractualise avec la ville donc ce périmètre, et ensuite on finance à hauteur de 50% l'ingénierie qui va permettre d'informer les propriétaires et de les accompagner dans la concrétisation de leurs projets. Alors cette ingénierie, elle est logiquement soumise à appel d'offres. Il y a certains cas particuliers où ce ne sont pas des appels d'offres, mais globalement ce sont des appels d'offres qui sont ouverts en général à des bureaux d'études d'ingénierie sociale, mais de plus en plus on demande à solliciter de l'ingénierie technique, parce qu'on s'aperçoit que les interventions que nous faisons sont des interventions de plus en plus lourdes techniquement, sur de l'habitat de plus en plus dégradé, qui a une valeur et qui mérite d'être restauré. Et donc un véritable travail d'architecture et un véritable travail de maître d'œuvre pour pouvoir justement remettre en valeur ce patrimoine. Donc nous finançons cette ingénierie. En fait, nous ne la finançons pas directement, nous finançons la collectivité locale qui est maître d'ouvrage de cette ingénierie. Et nous aidons la ville à déterminer des actions incitatives, voire coercitives, parce qu'en fait, dans la loi, il existe, dans le Code de la construction et de l'habitation, il existe des actions, enfin des possibilités d'actions coercitives très très importantes qui peuvent aller jusqu'à l'expropriation du propriétaire lorsqu'il n'entretient pas son patrimoine. Donc on prononce des arrêtés d'insalubrité, des arrêtés de péril, et on prend possession du bien, on indemnise le propriétaire suivant des règles qui sont définies, qu'on appelle des règles qui sont issues de la loi Vivien. Donc on valorise le bien suivant une estimation des domaines.
on paye le propriétaire et la ville rachète le bien. Et donc ce bien, ensuite, elle le transforme. Alors, soit elle le démolit, ou soit elle le réhabilite. Je vais m'arrêter 2 secondes pour boire un verre d'eau. Est-ce que 3 minutes ? Alors, je bois très vite mon verre d'eau. Alors, donc je vais vite passer sur les modes de financement parce que je voudrais quand même vous présenter les 2 exemples. Alors les aides financières que nous mettons en place, donc des aides financières en faveur de l'ingénierie, des aides financières en faveur des propriétaires occupants, sous condition de ressources. Nous aidons des propriétaires occupants qui sont en général des propriétaires modestes. On est à 45% par rapport au revenu médian, c'est-à-dire que le revenu médian, c'est 50% des personnes qui sont en dessous d'un revenu. En fait, nous, en prenons 45% à peu près. Nous aidons les propriétaires bailleurs en contrepartie d'un loyer et nous aidons les opérateurs qui sont sollicités par les collectivités locales pour faire ces opérations de requalification urbaine. Alors, je vais vous donner donc 2 exemples. Un exemple qui est dans le Puy-en-Velay. Alors, je vais me lever. Je ne sais pas si je peux me lever avec le micro ou pas. Je vais essayer. Voilà. Alors, en fait, donc là, c'est le centre ancien du Puy-en-Velay qui fait l'objet d'une opération de requalification complète. C'est un centre ancien avec du bâti qui est considéré comme remarquable par l'architecte des bâtiments de France. Donc quelques images de ce bâti qui est très dégradé. Et donc en fait on a 3 îlots sur lesquels la ville souhaitait intervenir et les restructurer lourdement. Le problème ici, c'est la réglementation. C'est-à-dire que nous avons une réglementation de ZPPAUP, donc de zone de protection du patrimoine, qui va vous montrer ce qu'on peut faire sur ces bâtiments fortement dégradés. Eh bien, en fait, si on lit strictement la loi, on ne peut rien faire, parce qu'en fait, il y a une codification de ce genre de territoire. Et lorsqu'on est dans un grisé très foncé comme ça, normalement, on doit réhabiliter et maintenir totalement à l'identique. Et lorsqu'on est sur de l'habitat insalubre très fortement dégradé, en passe de s'effondrer parce que le propriétaire n'a pas pu maintenir son site, eh bien, ces réglementations-là sont extrêmement coûteuses pour la collectivité locale. Et donc, elles font l'objet de rediscussions aujourd'hui sur le patrimoine. Quand on est dans ce grisé très foncé, on n'a pas le droit de réhabiliter lourdement sans conserver la totalité. Et quand on est dans ce grisé très très clair, en fait, là, on a le droit de faire des interventions plus lourdes. Et lorsqu'on est dans le jaune, comme ça, on peut tout faire. Et donc, globalement, en fait, les 3 sites que je vous ai cités, donc celui-là, le premier, on ne pouvait rien faire. Le deuxième, on ne peut rien faire sur une partie, mais on peut démolir l'arrière. Et le troisième, en fait, on ne peut rien faire. Alors, c'est de l'habitat dégradé, ça reste dans les mains de la propriété de la ville. Le propriétaire ne veut rien faire. Donc, que peut faire la ville pour intervenir sur ce genre de territoire avec des réglementations aussi lourdes? Alors, c'est aujourd'hui, en fait, un travail d'étude qui est en train d'être mené avec la collectivité locale et qui fait l'objet d'une concertation avec l'architecte des bâtiments de France. Donc, dans des villes à forte déprise où la population s'en va, où le maire cherche à revitaliser son quartier, eh bien, c'est une grande difficulté. Deuxième cas, très vite, je vais très vite. Deuxième cas, c'est le cas de Béziers. Alors, c'est un îlot qui s'appelle Ricciotti, qui n'a rien à voir avec Rudy Ricciotti. Donc, l'architecte actuellement le plus en vogue, on va dire, après Jean Nouvel. Alors, l'îlot Ricciotti, il est là. C'est cet îlot-là.
On a un centre ancien à Béziers qui est extrêmement dense, avec un fort taux de vacances, et le maire souhaite réhabiliter son centre. Alors, toute cette partie-là, ici, qui est ici, est totalement en arrêté de péril. C'est-à-dire que ce sont des immeubles qui sont en passe de s'effondrer. Sauf que, lorsque le maire démolit, il a une obligation, dans ce territoire, il a une obligation de reconstruire au moins autant de logements. Alors le problème, c'est qu'il a quasiment plus d'habitants, c'est-à-dire que tout le monde est parti. Donc quel est l'intérêt pour lui d'aller reconstruire du logement sur un territoire comme celui-ci, avec en plus une contrainte très très lourde, c'est que le sous-sol de ce terrain est de très très mauvaise qualité, ce qui veut dire que si on veut reconstruire, on est obligé de faire des fondations profondes. Et deuxième situation, c'est qu'on sait qu'à moyen terme ou à long terme, si on n'intervient pas sur cette partie-là, elle va aussi subir les mêmes dégradations. Donc, l'obligation que nous avons fixée à l'agence, c'est que lorsqu'on démolit, on est obligé de reconstruire à l'identique. Donc, dans une zone en déprise, c'est relativement compliqué. Alors, la solution que nous avons trouvée, c'est la suivante. C'est, on prend le même îlot, donc on ne touche pas à la partie qui va être un jour ou l'autre totalement dégradée. On la considère comme pour l'instant soutenable. Et on reconstruit sur une partie et on dédensifie sur cette partie-là et on reconstruit suffisamment de logements pour considérer que l'ensemble est reconstitué. Et donc, du coup, ça permet de redédensifier un peu le quartier et de disposer d'une place publique. Et donc, on a une requalification générale du quartier qui est possible. Voilà les types d'interventions que nous faisons sur des quartiers anciens, dans des villes où les maires ont peu de moyens financiers pour intervenir. Je vous remercie. Pardon. Merci, M. Mgourga. Je suis bien conscient que c'est un exercice difficile de dire tant de choses et de choses intéressantes en si peu de temps, mais c'est malheureusement la règle que nous devons suivre. Ça va être maintenant à Gabriel David de la CAPEB de faire son intervention. Bonjour, donc je suis Gabriel David, je travaille à la Confédération des artisans des petites entreprises du bâtiment au service formation. Et après 20 ans d'action régionale, je suis depuis 10 ans sur des actions nationales. Mais avant d'être à la CAPEB, je travaillais au Pactarim en Pays de la Loire. Et j'étais en charge d'actions justement d'animation d'opérations programmées, d'études sur le bâti ancien, notamment dans le cadre d'une collection EDF qui à l'époque avait permis d'identifier des typologies. Je sais qu'on n'aime pas trop ça en architecture, mais... Et surtout, c'était d'œuvrer pour rapprocher les artisans des architectes d'une part, les pactes qui étaient ces agences départementales qui travaillaient sur le bâti ancien, d'une certaine qualité de travaux, c'est-à-dire qu'il s'agissait de réhabiliter, mettre du confort, mais également de respecter le bâti ancien. Et c'était déjà des combats à l'époque sur éviter le ciment, éviter les fenêtres en PVC et éviter le convecteur électrique. Mais c'était il y a 30 ans. Voilà. Donc beaucoup de choses ont évolué et j'espère être complémentaire de ce qui a été dit à la fois par Jean-Marie et par M. Bourragan. Rapidement, vous rappelez, bien sûr, le patrimoine est fait pour se rencontrer avec l'artisanat. Pourquoi ? Parce que le patrimoine est partout, on l'a vu, notamment au niveau des territoires ruraux. Et les artisans sont partout. Ils sont nombreux. Hein, vous avez le nombre d'artisans. Ce sont 300 000 artisans. Ce sont 700 000 salariés qui sont dans l'artisanat. C'est 65% du chiffre d'affaires du bâtiment. Donc on connaît bien sûr les majors, celles qui font même du partenariat public-privé, mais le travail qui se fait au quotidien, au contact du patrimoine, c'est le travail des artisans. Cet artisanat, il a essentiellement pour champ d'intervention plutôt la clientèle du particulier,
la petite commune rurale. Et essentiellement, il va travailler sur de la maison individuelle. Donc je vais venir assez vite sur le patrimoine. Simplement, les mutations sont énormes du fait à la fois du choc démographique. Il faut savoir que dans les 5 ans, 50% des artisans partent en retraite, 50% des salariés partent en retraite. Donc vous avez vu la cohorte que ça représente. Et nous n'avons en stock, si je peux parler crûment, en formation, chez les compagnons, à l'éducation nationale, dans les centres de formation d'apprentis chez nous, nous avons 150 000 jeunes par an. Donc vous voyez qu'il va falloir faire face. Donc nous essayons de regarder aussi, métier par métier, et puis l'ensemble des métiers, toutes les fonctions qui nous attendent pour faire face aux évolutions. Les évolutions sont liées essentiellement au développement durable. Le développement durable, c'est un petit peu mis à tout à la sauce. J'étais au salon Batimat, salon du bâtiment hier. Pratiquement tous les industriels évoquent le développement durable. Donc au-delà des effets de mode et des mots, je vais essayer de vous montrer comment, sur les territoires, en complément de ce qu'a dit notamment Jean-Marie Vincent, le développement durable va concerner l'artisanat. Sur le champ du social, sur le champ de l'environnement, sur le champ de l'économie, sur le champ de la culture. Donc assez vite, et là je paraphrase un petit peu ce que vous aurez dit aussi à l'Association nationale Ville d'Art et d'Histoire qui travaille sur ces problèmes, il y a les espaces protégés qui sont concernés aussi, tous ces périmètres qu'on a évoqués. M. Mouragan a parlé de cette PAUP, on a vu un exemple de PSMV, c'est un plan de secteur sauvegardé. Et bien, ces champs périmétraux concernent aussi le patrimoine de la personne privée qui a envie de restaurer, si possible de façon esthétique, mais également en mettant du confort. Et là, l'artisan, il va être percuté. Et les lois, qui nous arrivent par le Roll et par le Grenelle, en 2 vagues, le Grenelle 1 et le Grenelle 2, puisque Jean-Marie a évoqué surtout le Grenelle 1, eh bien, nous impose de viser des artisans performants, artisans et leurs compagnons. Sur le développement durable, va être concerné le patrimoine architectural. J'accélère parce que moi aussi j'ai peu de temps. Les matériaux, la prise en compte de la biodiversité, et ce n'est pas simple, y compris dans l'éclairage des villes. La question énergétique, moins de gaz à effet de serre, moins de consommation d'énergie. Le bâtiment est avec le transport la cible économique la plus importante. Les énergies renouvelables, quand c'est compatible, notamment avec le bâti ancien de proximité. Et cet artisanat, finalement, il se situe comment par rapport à ce marché ? Eh bien, nous avons fait une étude en 2007 que nous avions renouvelée en décembre 2012. Et manifestement, sur l'habitat, le patrimoine d'avant 48, celui qui nous concerne, qui est peu industrialisé. Je parlerai éventuellement rapidement de celui d'après 75, la première réglementation sur thermique. Mais en tout cas, sur un échantillon de près de 1000 artisans, 800 ont répondu, on voit 70% des artisans interviennent ponctuellement ou exclusivement sur le patrimoine, au sens patrimoine de proximité à respecter et à restaurer. Et 2/3 des chantiers concernent une clientèle plutôt individuelle, la maison individuelle, et l'essentiel se fait sans architecte. Donc il va falloir qu'on voit avec les architectes comment travailler ensemble, mais j'en parlerai sûrement à la fin sur la performance énergétique. Et les particuliers, donc 76%, vous avez vu, c'est l'essentiel de la clientèle artisanale. Le maçonnerie carrelage, je passe. Un phénomène nouveau entre 2007 et 2012, très clair, un recours accru à la filière biosourcée. Et ça, c'est les circuits courts qui ont incité à ce recours. C'est les patrimoines ruraux, c'est les pôles d'excellence rurale dont a parlé Jean-Marie Vincent, qui incitent les artisans à utiliser ces produits-là. Sur le recrutement, je vous ai parlé tout à l'heure du choc démographique. Apparemment, on a encore capacité à recruter des jeunes et des moins jeunes qui veulent venir dans notre secteur. Les artisans doivent s'identifier pour être reconnus département par département comme étant compétents sur le patrimoine. Il y a une procédure. Et puis, nous avons été associés à un travail sur le patrimoine rural français. Je l'évoque parce qu'en fait, dans nos travaux, c'était très clair. Vous voyez un petit peu les éléments qui allaient percuter le positionnement des artisans, qu'ils aient une approche individuelle ou collective du marché. La notion d'accueil et service, forêt-bois, une volonté de développer localement et vertueusement le bois. Les circuits courts, la notion de biosourcés et de produits locaux, la biomasse, la gestion de l'espace, la biodiversité, la coopération territoriale, apprendre à travailler ensemble, le développement économique, l'économie résidentielle dans des secteurs qui sont en pleine désertification, la carte le dit bien, et la gestion de l'eau. La gestion territoriale de l'emploi et de la compétence, il y a des endroits où les jeunes ne restent plus et ne se forment pas dans les métiers dont on a besoin. La relation ville-campagne, on parle beaucoup de périurbain, mais où commence la frontière de l'urbain ou celle du rural?
Jean-Marie l'a évoqué, s'il n'y a pas de fonction en ruralité, il n'y aura plus de patrimoine. Le tourisme, ben c'est bien beau, mais on ne vient pas voir que les grands sites en France. C'est aussi toute la qualité de nos villages, de nos bourgs et nos hameaux. Le problème de la jeunesse, on a quand même l'attractivité des grandes métropoles en France, voire les métropoles européennes. Donc comment garder une attractivité au pays? Et tout le problème des méthodes ressources, là c'est la notion de méthodologie, apprendre à travailler ensemble. C'est une logique d'acteurs. Vous voyez que les artisans vont être percutés sur ces territoires de proximité, la notion de patrimoine, le développement durable, les savoir-faire qui vont être disponibles, les circuits courts, et quand j'en rajoute, soit avec des couleurs sur la difficulté, transmettre. Je vous rappelle que le premier patrimoine dans l'artisanat, c'est le patrimoine immatériel, la transmission des savoirs et des savoir-faire, du goût, du travail bien fait. Mais la coopération, le faire ensemble, il faut sortir de cet individualisme qui est une force, j'ai envie d'entreprendre, mais en même temps c'est un frein parce qu'il faut apprendre à travailler avec les autres. Des formations initiales existent, j'en parle un petit peu parce que c'est important et ce n'est pas toujours connu. Nous avons depuis 2008 un bac pro intervention sur le patrimoine bâti pour 3 métiers. Il y a cette formation pour s'identifier au patrimoine, c'est de la formation continue. Il y a le problème de l'accessibilité, et M. Mouragan l'a évoqué. Si on veut maintenir les gens, il y a tout un moment de sa vie où on a besoin d'être maintenu dans son logement. Il faut travailler l'accessibilité. Beaucoup de corps d'État de la finition chez nous, c'est le premier métier, avant même les économies d'énergie, c'est l'accessibilité. Et puis FIBAT, ça fera la passerelle là aussi avec ce qu'a évoqué Jean-Marie Vincent au nom de Maison Paysanne de France. C'est comment on a été amené à travailler sur des modules liés aux économies d'énergie en bâti ancien. Donc là, je l'avais mis un petit peu saucissonné. Il y a des formations initiales, comme les jeunes viennent chez nous, à tout niveau, CAP, BP, Bac Pro et diplôme d'université, notamment à Rennes, on est en train d'en créer un nouveau. La formation d'adultes, nous avons des gens qui ont pu rater un premier passage dans notre secteur et qui veulent, notamment des bacheliers, revenir dans notre secteur, apprendre un métier. Et nous avons des formations, notamment avec le ministère du Travail, l'AFPA. Nous avons aussi la formation continue, qui est très dynamique, même s'il faudrait toujours plus, et toujours plus de gens à se former. Le bac pro, je vous donne la carte de France. Vous voyez qu'il est relativement bien étalé sur la France. Faites-le connaître. Ce sont des sections de 10-12 jeunes seulement à chaque fois. Ils sont là pour 2 ans, puisqu'en général, ils font ça en sortie de CAP ou de BP. Ils peuvent parfois le faire en 3 ans en sortie de 3e. Alors après, les artisans, quand j'interviens, ils me disent « Oui, mais les artisans qu'on a formés ou les salariés, ils sont rendus où ?» Parce qu'effectivement, la tendance, quand on se forme chez nous, c'est de prendre des initiatives et de créer son entreprise. Après tout, pourquoi pas, si les gens sont bien formés. Ce qui est important aussi, quand on intervient sur le bâti ancien et qu'on n'a pas d'architecte dans le circuit, c'est savoir de bien poser son regard sur le bâti ancien, savoir le lire, le décrypter, en connaître les pathologies et réfléchir avant d'agir. Donc on retrouve ça notamment dans nos formations, mais c'est un réflexe qu'on essaye d'inculquer. Du coup, ça va faire la passerelle avec ce qui nous arrive avec ce fameux Grenelle. Alors, ce n'est pas parce que ça nous arrive par le Grenelle, avec la notion de règles, normes, évolution et une volonté. Je crois qu'en fait, le patrimoine était assez bien bioclimatique dans son ensemble, sauf que dans les années 75, on a bâti à tour de bras, jusqu'en 75, avant la première réglementation thermique, et on n'a pas toujours eu des bâtiments bien isolés. Donc l'artisan qui serait plutôt sur le patrimoine, il va falloir qu'il fasse un chemin vers l'éco-artisan, et puis l'éco-artisan qui d'emblée avait senti ce marché de l'économie d'énergie fera un chemin vers le patrimoine. Je ne veux pas vous saouler, je ne sais pas si c'est très lisible d'où vous êtes, mais sachez repérer les signes de qualité. Sur les économies d'énergie, sur les énergies renouvelables, il y a des dispositifs maintenant reconnus Grenelle de l'environnement. Être reconnu Grenelle de l'environnement, ce sera obligatoire à partir de juillet 2014 pour que le client ait droit à des aides. Donc l'ADEME, l'ANA vont inciter à ce que les professionnels qui interviennent soient reconnus Grenelle de l'environnement, ce qui déclenchera ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité. Donc vous comprenez que pour nous, organisations professionnelles, il est important de mettre en ordre de marche ces entreprises. Il y a déjà la réglementation thermique 2012 qui doit s'appliquer, et je rappelle que pour le bâti ancien, elle s'applique encore élément par élément, car on est conscient que le bâti ancien a des caractéristiques qui ne permettent pas de foncer dans une performance globale, ce n'est pas toujours possible. Voici les signes. Je le signale aussi pour nos concurrents et amis de la Fédération française du bâtiment qu'il s'agit des pros de la performance énergétique. Donc vous prenez éco-artisan, pro de la performance énergétique, et vous couvrez les besoins pour intervenir sur le bâti ancien en performance énergétique. Nous avons bien sûr développé des outils en interne pour les maçons, les carreleurs, les tailleurs de pierre sur les points d'alerte quand on visite un bâti ancien avant d'intervenir, et un partenariat
avec Maison Paysanne de France, un certain nombre de partenaires dont vous voyez les logos, a permis de développer des fiches très concrètes, professionnelles. Tout à l'heure, on vous a évoqué les fiches qui sont en ligne pour le grand public. Celles-ci concernent des supports de formation. Dans le cadre d'un module 3 qui rentre dans la formation obligatoire aux économies d'énergie qui s'appelle FIBAT, module 3 sur le bâti ancien d'avant 48. Donc voici des exemples qui ont été mis au point. La profession a travaillé en partenariat avec Maison Paysanne de France. Je suis obligé d'accélérer. Mais vous voyez qu'on est allé jusqu'à intégrer des produits comme le chanvre dont je vais parler maintenant. Et à chaque fois, on se dit, vous avez plusieurs solutions. Il faut que l'artisan ou le groupe d'artisans voit avec le client des scénarios. M. Maraghan a évoqué le fait que dans un îlot, on ne pourra pas tout faire tout de suite. Mais parfois, dans un bâti ancien avec une cliente ou un client, on ne pourra pas tout faire tout de suite. Donc, il faudra prioriser sans fragiliser. Et puis, du coup, les pouvoirs publics ont pris conscience qu'un certain nombre de normes, de règles qui régissent la profession ne couvraient pas bien les besoins de la performance énergétique du bâti ancien. Donc, un certain nombre de règles issues du Grenelle de l'environnement, un programme qui s'appelle la RAGE, elles sont en train d'être écrites. Et puis, les territoires, ils bougent également du côté du ministère de l'Agriculture, comme le ministère de l'Écologie et du Développement durable. Et nous avons, grâce à ces deux ministères, abouti sur tout un plan d'action concernant la filière biosourcée. Alors, c'est important parce qu'il y avait des artisans qui étaient un petit peu éco-construction, mais qui prenaient beaucoup de risques sur les matériaux. Matériaux qui étaient peu caractérisés, et ça, c'est un risque pour l'assurabilité, pour la décennale, pour le client. Et du coup, un certain nombre de filières sont devenues vertueuses. Vous avez toute la filière qui va couvrir le chaume. Le chaume a écrit ses règles professionnelles et a créé un titre spécifique, c'est couvreur chaumier, et qui est un certificat de qualification professionnelle. Vous avez la paille qui a écrit ses règles professionnelles et qui a labellisé la formation des formateurs et la formation des entreprises. Donc on peut maintenant construire et restaurer en paille. Mais attention, les premiers litiges nous arrivent. Quand on fait du remplissage de maison sature-bois en paille, attention, ça peut flouer. Il faut vraiment faire attention à la caractérisation, la densité du produit et sa mise en œuvre. Vous avez le béton de chanvre, des règles qui avaient été mises à l'essai, des règles qui avaient été éprouvées pour 5 ans, qui avaient perdu leur agrément, qui ont retrouvé leur agrément. Ça veut dire que ces filières sont en train de se professionnaliser. La chaux, c'est difficile d'éteindre soi-même la chaux, et pourtant ce sera encore possible. En tout cas, une nouvelle norme AFNOR est sortie, ça y est, depuis 1 an et demi, qui couvre l'utilisation de la chaux. Sur le bâti ancien, on n'utilise pas toutes les chaux de la même façon. Et pour vous souvenir, on évite le ciment, ça dépend de tel type de bâti. On peut utiliser la chaux hydraulique, on peut utiliser la chaux aérienne. Et éventuellement, on peut apprendre à la cuire, mais là, ça reste anecdotique. Là, c'est plutôt de l'animation au village. Sachez qu'on trouve maintenant des chaux aériennes dans un certain nombre de fournisseurs qu'on ne trouvait pas il y a 25 ans chez les fournisseurs. On trouvait une palette de chaux aériennes pour un smirmorque de chaux hydraulique ou de ciment. La pierre sèche, une filière qui s'organise, qui a écrit son mémento des règles. Sachez que cette filière, elle est réutilisée non seulement en bâti ancien, comme l'a évoqué Jean-Marie Vincent, mais aussi en soutènement de certains murs du TGV, pour ses capacités d'absorption des chocs mécaniques. Donc du coup, là aussi, on se professionnalise, on se forme. Et puis, la terre crue, qui l'eût cru, c'est le premier matériau utilisé dans le bâti ancien sur tout le territoire au monde, mais aussi en France, sous toutes ses formes, avec du galet, avec du pisé, avec de la brique, en adobe. Et donc, là aussi, on est en train d'écrire des règles professionnelles, et il y a des normes maintenant pour habiliter les formateurs. Et puis, de l'actualité, il faut en faire. Cette semaine, Mme Dufaux est passée nous voir. Elle a dit effectivement, il faut maintenant qu'on aille encore plus loin sur la reconnaissance du Grenelle de l'environnement. Et voyez, j'ai mis en vert, continuer à former les artisans. Si vous voyez toutes les formations obligatoires qu'il faut faire pour conduire des engins, travailler en sécurité en hauteur, l'amiante, l'habilitation électrique pour tous les salariés de tous les corps d'État, et maintenant, il faudrait aussi aller vers les économies d'énergie. Donc, on aura besoin d'être aidé. Et puis, nous aussi, on dit aider les clients. Il faut qu'on ait une lecture lisible au niveau fiscalité et aide aux clients. Donc, c'est la TVA à 5,5 et c'est des aides aux particuliers. Donc, voilà un petit peu, on est dans l'actualité. Et puis, comme je crois que Samir, tu l'as fait, je voulais juste rappeler, dans les partenaires que nous avons de l'association Ville d'Art et d'Histoire ou d'ICOMOS, il y a un certain nombre de publications. Ne vous en privez pas, faites-les connaître. Travailler avec les architectes, avec les artisans sur le territoire. Voilà, merci. Très bien. Je n'ai pas trop mangé le temps de parole du dernier intervenant. Voilà, alors c'est un véritable marathon. Toujours 15 minutes. Oui.
bonsoir à tous. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Alors je vais faire court, ne vous inquiétez pas. Ah, il faut un micro. Donc je disais... Où il y a l'autre encore. Je disais que je vais faire court, ne vous inquiétez pas. Je disais aussi que j'avais l'impression que tout avait été dit, ou presque tout. Alors je vais vous proposer quelque chose de très différent de ce que vous avez entendu. Je suis donc Pierre Donadieu, je suis un géographe, et un géographe qui s'intéresse en fait à une question tout à fait simple, c'est comment à travers le monde on invente les patrimoines culturels, comment on invente les paysages culturels. Et je fais de la géographie comparée pour savoir effectivement deux choses, ce que je vais illustrer très vite. D'abord, quel est le rôle relatif dans ces politiques publiques, selon les pays, des pouvoirs supranationaux, de l'UNESCO, des États, d'une part, ou des pouvoirs régionaux, et d'autre part, de la population, des associations, des ONG. Donc cette question m'intéresse et je vais essayer de la formaliser très très vite. Puis la dernière question qui m'intéresse et qui a un peu été évoquée, c'est quel rôle joue le projet de paysage, qui est l'outil des architectes paysagistes, des paysagistes, à la fois donc du point de vue de l'action, de la transformation, on l'a vu sur la question des territoires tout à l'heure, et du point de vue de la population elle-même quand elle est impliquée dans des projets urbains et quand elle est impliquée dans des projets de territoire. Donc voilà la question que je vais aborder. Alors pour être pas tenté de prendre du temps, en fait je vais pas traiter ce que j'ai prévu. Voilà. Comme ça je sais qu'il me reste 10 diapos et pas plus. Donc en fait la question que je vais poser, c'est en fait quel type de gouvernance que je dis paysagère, va permettre de mettre en place ce que j'appelle les biens communs des territoires. Alors ces biens communs, j'utilise aussi de plus en plus le terme de biens communs paysagers. Je le préfère à des termes qui sont moins bien définis, que ce soit le patrimoine, ou qui sont définis de manière très variable, comme la question du paysage et la question du patrimoine, même s'il existe une définition maintenant de la Convention européenne. Je préfère la notion de bien commun, je ne vais pas pouvoir l'expliquer, mais cette notion de bien commun paysager, elle peut être à la fois du domaine public, du domaine privé, elle peut être hybride entre le domaine public et le domaine privé. Et c'est ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir finalement, et c'est l'hypothèse que je vais illustrer simplement par de nombreuses images que je ne vais pas commenter, c'est en fait on peut avoir deux grands types de gouvernance paysagère, celle où le bien commun paysager finalement, est prise en charge par le droit national, international, par les experts, par l'UNESCO, l'Union européenne, etc., jusqu'au niveau de la commune. C'est ce que j'appelle la gouvernance paysagère descendante. On utilise le mot anglais, top-down. Et puis, il y a l'autre gouvernance paysagère qui relève de ce qui, finalement, est le fait de ce que j'appelle le projet sociétal, qui est parfois virtuel, qui n'est pas nécessairement formalisé et qui va impliquer les habitants, leurs représentants, à travers le monde associatif en particulier. Et puis souvent, d'ailleurs, on a un mélange de ces deux types de gouvernance. C'est peut-être même le cas le plus répandu et qui fait qu'on a tel ou tel résultat, je dirais, du point de vue des paysages, du milieu de vie, du cadre de vie. Donc, illustration des trois cas. Petit tour au Vietnam. Voici la photo d'un bâtiment colonial. Donc c'est une photo prise très récemment. En fait, c'est la mairie de Hue, qui est connue au niveau de l'UNESCO, puisque elle est sur la liste du patrimoine mondial, cette ville, depuis 1993. Et il y a une citadelle que je ne montre pas. Et là, je montre un bâtiment colonial à côté de la citadelle, pour lequel je m'étais posé la question, mais comment ce bien colonial a-t-il été transmis en parfait état, parce qu'il est toujours ici le lieu de la mairie de la ville de Hue, 500 000 habitants. Et il était à l'époque également le ministère colonial des travaux publics. Donc ici, on a une transmission, le mot est important, une transmission d'une architecture, d'un bâtiment, en conservant le même type d'usage. Donc on a une continuité d'usage qui est tout à fait ici remarquable et qui s'est traduit récemment, il y a 5 ans, par l'inscription de ce bien à la protection provinciale. Donc
On pourrait discuter beaucoup sur la question des biens coloniaux, mais là, on a un exemple finalement d'une continuité et qui ne remet pas en cause la transmission de ce bien qui a par ailleurs une qualité architecturale évidente. Retour en France, voilà un village de pêcheurs, ce qui était un village de pêcheurs dans le Finistère Nord. C'était aussi un village de douaniers, complètement ruiné dans les années 70, racheté par le Conseil général, classé donc au titre de la loi 1930, restauré de 2004 à 2008, devient aujourd'hui restaurant, gîte d'étape, mais ceci hors UNESCO. UNESCO ne s'est pas du tout préoccupé de cette question. Alors, et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment des patrimoines locaux, départementaux, régionaux, vont apparaître en reprenant des bâtiments, en oubliant bien sûr leurs usages anciens, mais en les réaffectant ici dans une économie touristique qui est en plein essor, comme vous montre cette activité ici, à la fois touristique et villageoise. On a évoqué la question des reconquêtes des bords de fleuves, des bords de rivières. C'est un phénomène qui n'est pas franco-français, qui est européen et qui aujourd'hui tente beaucoup de pays. Donc je montre ici des exemples qui sont connus. L'exemple de Bordeaux en haut, avec le miroir d'eau devant la bourse. Donc un lieu qui était abandonné pratiquement il y a une dizaine d'années, qui était des docks complètement, une sorte de friche portuaire, et qui aujourd'hui sont devenus le lieu d'attraction, un des lieux d'attraction majeurs de Bordeaux. Donc cette affaire ici a été, je dirais, le projet urbain, à la fois, bien sûr, du maire de Bordeaux, à la fois des urbanistes, des architectes et des paysagistes qui ont été impliqués dans cette réalisation exemplaire. À côté, même phénomène à Lyon, à Paris, vous connaissez les bords de Seine en été, et puis à Nantes, donc l'île de Nantes aujourd'hui, qui est reconquis, toujours avec cette présence de l'eau, vers lesquelles finalement on ne s'était pas du tout tourné, on avait oublié ces eaux fluviales et de rivières urbaines, et aujourd'hui un peu partout, et avec des moyens très différents, on remet en place ces lieux d'attraction sans l'UNESCO. Pas pour Bordeaux. Pas pour Bordeaux. Ah, vous avez raison. Ouais. Pardon. Exception. Non, mais je ne suis pas là pour dire où n'est pas l'UNESCO. Je veux dire que ces phénomènes de patrimonialisation peuvent se produire avec ou sans l'UNESCO. Comme ici, on l'a évoqué tout à l'heure, les héritages industriels donc, de la Roure, dont on a parlé tout à l'heure, et qui sont donc en continuité avec le bassin minier, et qui ici concernent la ville de Duisbourg, qui a patrimonialisé donc, ce site, qui aujourd'hui est dans le même état photo prise il y a 6 ans, 7 ans, et qui héberge tout un ensemble d'activités, aussi bien culturelles, studios de cinéma, salles d'exposition, en même temps que des lieux d'exploration écologique. Toute cette mousse verte que vous voyez, ce n'est pas du tout du non-usage et de l'abandon, c'est volontairement que toute cette végétation, elle est laissée finalement en place comme reconquête naturelle du site industriel gardé ici en l'état. Donc voilà, donc, dans tous ces cas, je dirais le poids des pouvoirs publics a été important, même décisif, pour parvenir à ces résultats. Deuxième situation, qui est, je dirais, peut-être la moins connue, je pense, c'est la gouvernance paysagère ascendante. C'est qu'il y a des situations dans lesquelles l'initiative ne vient pas de l'État. L'État va accompagner après, mais l'initiative va venir localement. Alors, soit de personnages éclairés, soit de groupes d'habitants, toutes les situations sont possibles. Et se pose alors la question de la manière dont ces habitants, éclairés en général, sont écoutés et avec des conséquences inattendues. Ici, je vous montre le Café des Nattes, donc dans le village ancien en Tunisie de Sidi Bou Saïd. Village bleu et blanc. Qui sait aujourd'hui que ces couleurs bleues et blanches ont été en quelque sorte négociées au début du siècle dernier par le baron Erlanger, qui a finalement trouvé un accord au début de la colonisation avec les propriétaires locaux pour que ce village qui le passionnait, il était peintre, il était musicologue, soit conservé avec ce bleu et ce blanc. Et ce bleu et cette prescription est devenue finalement la propriété
du village et des propriétaires, a été inscrit ensuite dans les daïrs, dans les lois tunisiennes, a été reconduite aujourd'hui. Là, on a donc quelque chose, et qui plus est, Sidi Oussaïd est devenu un emblème national. Et la couleur bleue et blanche, que l'on trouve d'ailleurs en Grèce et ailleurs, et au Maroc, est devenue une sorte de couleur nationale, alors que le drapeau n'est pas du tout bleu et blanc. On peut se demander également si des initiatives aujourd'hui, dans un certain nombre de pays en relation avec la question de l'alimentation, ne sont pas les patrimoines de demain. C'est-à-dire que ici, vous avez donc deux photos qui sont prises au Caire, où vous voyez apparaître, en raison, je dirais, de la difficulté d'alimentation, de proximité, un certain nombre de cultures, plus ou moins sophistiquées sur le plan technique, et qui vont permettre, d'une part, bien sûr, de créer des ressources, de créer des emplois, de créer des commerces de proximité, parce que, tout simplement, la population a besoin de manger, et ça peut se faire aussi avec des petits élevages de lapins, de poulets, voire même de chèvres sur les toits, c'est plus rare. Donc ici, on a quelque chose qui est un peu inattendu dans une présentation, je dirais, dans le cadre de l'ICOMOS, mais on peut se demander aujourd'hui si ces créations, ces inventions, que je préfère appeler des biens communs, plutôt que des patrimoines, car il n'y a pas ici d'héritage, il y a une invention, ne sont pas finalement des situations qui vont être co-appropriées à la fois par les pouvoirs publics qui ne peuvent y voir que du bien, et par les producteurs qui en sont les bénéficiaires, et bien sûr par les consommateurs qui sont les destinataires. Donc ces situations sont tout à fait intéressantes. Alors j'ai photographié, ok, on peut les photographier dans de très très nombreuses villes aujourd'hui. Troisième type, une gouvernance paysagère hybride, c'est-à-dire que les deux situations, donc je dirais ascendantes et descendantes, vont se trouver ensemble dans cette gouvernance, là, qui est bien le terme qui convient, ou qui vont se stimuler ou s'entraider. On a une sorte de coproduction, du bien patrimonial ou du bien commun paysager. Alors je reviens à Hue, au Vietnam, une situation tout à fait intéressante. Vous avez en haut un phénomène qui est propre à la culture vietnamienne, qui sont les écrans. Les écrans, ce sont des barrières qui sont situées devant à la fois les palais et à la fois, aujourd'hui encore, les habitations. Et vous avez en haut, en bleu, une petite maison avec un écran qui empêche les mauvais esprits de pénétrer dans la maison. Juste à côté, donc à droite, vous avez sur la gauche, devant une entrée de la citadelle royale, un vaste écran à la fois de sculptures, de jardins et d'arbres. Dessous, à gauche, vous avez donc une porte monumentale avec l'écran que vous voyez derrière, cette barrière Et sur le dernier, vous voyez au loin une montagne prise depuis la citadelle. Cette photo montre l'écran royal, donc qui empêche les mauvaises influences d'arriver jusqu'à la citadelle royale. C'est-à-dire que dans ces cas, l'écran est quelque chose qui vient finalement du passé, c'est une tradition, et elle est héritage, et en même temps, elle est vécue actuellement, comme le montre la petite maison que vous voyez. Donc dans ces cas-là, il y a donc des valeurs vernaculaires, toujours vivantes, toujours vivaces, qui sont en jeu dans le plan de gestion de Hue, qui pose maintes problèmes. Voilà une avant-dernière image qui montre que la création de ces biens communs paysagers, c'est justement quasiment dans le périmètre de la Loire. C'est ici le bassin, les basses vallées angevines à Angers, un secteur qui est en général complètement inondé pendant 6 mois et pour lequel la meilleure utilisation aurait été les peupliers, que vous voyez, cette ligne sombre au fond. Malheureusement, les peupliers évacuent à la fois l'élevage, puisqu'il n'y a plus de prairies, et à la fois, vous voyez cette espèce de bande grisée ici, qui est le lieu de refuge de la nidification d'un certain nombre d'oiseaux. Il a fallu 15 années pour l'État, pour la
la communauté d'agglomération d'Angers, avec les agriculteurs, avec la Ligue pour la protection des oiseaux, pour aboutir, dans cette gouvernance paysagère un peu longue, à une règle finalement de où vont se localiser les peupliers. Et donc cette règle aujourd'hui a été construite et aboutit à ces paysages, un des nombreux que l'on peut voir, qui permet aux habitants d'Angers de continuer à se promener à travers les prairies qui restent des propriétés privées. Voilà pour terminer. Donc la synthèse entre le bien commun, je dirais, supranational, celui qui finalement vient d'en haut, et le bien commun territorial, qui vient d'en bas. Les valeurs, on l'a dit, pour l'un, ce sont les valeurs remarquables du patrimoine, ce sont les valeurs mises en avant par l'histoire de l'art, par l'histoire des techniques, etc. Alors que pour le bien-être des habitants, ce sont beaucoup plus les valeurs sociétales locales, vernaculaires, qui relèvent même des projets immédiats en relation avec les grands changements de valeurs du développement durable. Pour la gouvernance, elle est descendante et elle est conforme à la légalité, à l'injonction juridique, alors qu'ascendante, elle implique beaucoup plus la légitimité de ceux qui habitent et des acteurs publics locaux. Donc il faut que ces deux gouvernances, ces deux valeurs de gouvernance se rencontrent. La communauté de biens, elle est supranationale et nationale à régionale dans le premier cas, et elle est locale dans le cas des habitants, et les deux ne sont évidemment pas incompatibles. Donc le projet de paysage, lui, dont je parlais, il est à la fois chez les acteurs publics et les experts professionnels, les urbanistes et paysagistes, et en même temps chez les acteurs locaux et les habitants. Donc ces deux types de biens communs peuvent fonctionner ensemble, et il est souhaitable qu'ils puissent le faire. Voilà. Et je conclus en vous rappelant que ce bien commun, ce patrimoine, ces paysages culturels sont construits donc de trois façons compatibles, par les pouvoirs publics, par les organisations non gouvernementales, les associations, etc., et par les acteurs privés et les habitants. Et ce qui est fondamental, c'est que ces acteurs puissent se reconnaître dans cette gouvernance qui permet d'aboutir aux résultats que je vous ai montrés. Merci. Oui, Monsieur Donadieu, en fait, cette problématique recoupe des problématiques propres au patrimoine, même si vous utilisez des fois le terme de bien commun. Enfin, c'est de votre part une certaine prudence. Alors, je ne sais, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes au Salon du patrimoine. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, Madame. Ah, on a 10 minutes. Ah. Juste un mot de conclusion. Je préférerais que les 4 personnes, que les 4 intervenants disent chacun un mot de conclusion et que, éventuellement, au sortir de la salle, tous ceux qui ont des questions à leur poser parlent avec eux. Donc, on va prendre cet ordre-là spontanément. Monsieur Donadieu, un mot de conclusion, puis Jean-Marie, puis... Je vais me contenter simplement de reprendre ce qui vient d'être dit, parce que j'ai beaucoup aimé l'exposé de M. Donadieu, mais je me sentais très à l'aise en tant qu'homme du patrimoine, et me battant pour le patrimoine depuis longtemps, dans ce qu'il disait sur le paysage, ne serait-ce que parce qu'on travaille déjà sur le paysage. Mais quand il disait que, au fond, ce qu'il décrivait comme le bien commun national et le bien commun local, tout le travail que nous essayons de faire, c'est de faire passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire de faire comprendre au niveau local, enfin de faire comprendre, de dialoguer avec les gens au niveau local pour leur faire comprendre que ce qu'ils ont, que ce qu'ils possèdent, que leur paysage, que leur bâti, ça a vraiment de l'intérêt, c'est intéressant. Donc ça appartient aussi à un bien commun super local, enfin national, et donc pour essayer de les faire prendre en compte cette prise en charge par éventuellement des protections nationales. Mais il y a un aller-retour constant, mais si on met les deux l'un à côté de l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Exactement.
c'est ce que j'avais essayé de montrer. C'est ce qui, à mon avis, est la condition de ces actions, de ces politiques, et qui mobilise toutes les techniques que l'on a vues. Alors, dans les innovations récentes, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué depuis une dizaine d'années, ou même plus, c'est la collaboration entre urbanistes, architectes et paysagistes. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça permet, je dirais, de développer ces notions de paysage. Ça a été très bien montré dans le cas du Val de Loire. Et c'est un outil tout à fait important, alors à condition effectivement de le manipuler avec toute la subtilité parfois et même la complexité qui s'y trouve. Alors, je vais juste apporter un bémol par rapport à les deux premières interventions. Je voudrais simplement signaler que dans le monde rural aujourd'hui, on avait une absence cruelle d'ingénierie qui faisait que les élus locaux étaient énormément en manque de créativité, en manque d'idées. Ils ont des projets, ils ont la volonté de faire, mais il manque d'ingénierie. Et cette ingénierie-là peut être financée, elle peut être mise en place, et elle peut permettre justement de valoriser ce patrimoine qui est en train de péricliter et qui est en train de perdre énormément de valeur. Non seulement une valeur, je dirais une valeur vénale, mais aussi une valeur historique. Alors on a des territoires entiers qui sont concernés par ça. On a des territoires dans le Limousin, on a le centre de la France, on a le cœur de la Bretagne, le Gers, l'Ardèche. On a énormément de territoires aujourd'hui où les élus locaux sont pris au dépourvu et manquent de cette ingénierie. Et où, d'ailleurs, comme l'a souligné le représentant de la CAPEB tout à l'heure, les artisans sont obligés de faire sans architecte. Et ça, c'est dommage. Et enfin, je voudrais simplement vous annoncer, même si ce n'est pas encore officiel, mais je crois que le ministère de l'Égalité et des Territoires annoncera très prochainement un plan, justement, d'intervention dans le monde rural pour justement permettre ce travail de requalification et ce réinvestissement de ce territoire avant qu'il ne soit perdu. Oui. Monsieur Morgan, je ne serais peut-être pas aussi pessimiste puisqu'il y a des instances qui se mettent en place. Les CAUE notamment apportent un conseil gratuit aux collectivités locales dans presque tous les départements. Et dans les professions de l'architecture, il y a de plus en plus de formation au patrimoine. C'était quelque chose qui manquait cruellement. Ça se répand. Et bien entendu, chez les artisans, il y a un très gros effort de qualification. Mais nous allons laisser le mot de la fin à Gabriel David de la CAPEB. Oui, simplement, on est vraiment à la charnière de ces problèmes de transmission des savoirs. Un artisan, par définition, ce qu'il cherche, c'est un marché. Mais s'il prend ses marchés aveuglement, qui fait des travaux de non-qualité, il tue son marché. Et là, le problème, c'est qu'il doit bien saisir l'amont. S'il est sans architecte, qu'est-ce que le bâti commande ? On me demande la performance énergétique, je ne la fais pas n'importe comment, parce que c'est le bâti dans son comportement hygrométrique, besoin de ventilation, bioclimatique, qui doit commander. Et en même temps, je dois travailler maintenant de plus en plus, soit avec des bureaux d'études et de contrôle, on a parlé des problèmes de sol, de péril, etc. Et je dois travailler de plus en plus avec mes collègues, arrêter de travailler seul dans son coin, et puis avoir le souci de transmettre. On est tellement pris par le temps sur un chantier qu'on ne prend pas la peine suffisamment de recruter et de former. Donc nous, forcément, ce sont aussi des messages que nous essayons de porter. Mais faites-les connaître, que les artisans existent, les artisans du patrimoine. Et merci à tous d'avoir participé, assez nombreux au début et encore nombreux à la fin. Merci.